Aquarius est l'un des guerriers les plus beaux et les plus puissants du zodiaque. Mais pourquoi est-il si effrayé? Il dit que s'il vient ici, ce sera la fin. Il y a quelques jours, Saint Yang, considéré comme incroyablement puissant, a été vaincu par un être qui ne devrait même pas exister. Tout ce que je sais, c'est que le combat n'était qu'une ruse. Et si même un guerrier comme le Zodiaque n'a rien pu faire contre lui, cela signifie que seul l'un des 12 Zodiaques aurait pu accomplir un tel exploit. Mais lequel de ces Zodiaques tue son propre peuple? Le protagoniste a achevé Yang et a envoyé Shudia l'aider à devenir plus fort, car il lui restait encore 10 personnes à tuer. Les 12 Zodiaques étaient des êtres humains choisis par les dieux pour protéger l'humanité. Mais aucun d'eux ne voulait détruire les démons, car cela leur enlèverait leur gloire et leur confort. Leur plan était simplement de survivre. Mais parmi les 12, il y en avait un qui avait une idée différente. Légion était le plus fort. Un guerrier qui voulait simplement se battre et en finir avec tout. C'est pourquoi, lorsque toute l'équipe se retrouva face au plus puissant des monstres, le démon de Mission I, tous tremblèrent et s'exclamèrent « C'est impossible !» Le corps de la femme Verseau était secoué de sueur. Pendant ce temps, Légion affronta le boss de front et chargea. Il appela à l'aide, mais lorsqu'il se retourna, tous avaient fui. Ne voyant aucun autre moyen d'arrêter le boss, il dut se battre seul. Le combat commença. Mais Légion ignorait tout de la puissance des démons. Le temps passa. Tandis qu'il se battait, il se demandait si quelqu'un reviendrait un jour, ou même si son sort leur importait. Sans autre option, il continua le combat. Après 20 ans passés dans cette prison impitoyable et la perte d'une main, il atteignit enfin le dernier monstre. Au moment où il le tua, tout commença à s'effondrer. Gisant sous les décombres, il songea à l'amertume de sa fin. Ceux qui l'avaient trahi devaient vivre une vie glorieuse, tandis que lui, seul, agonisait. C'était une tragédie. La ville était désormais dévastée par la destruction. C'est la fin pour les 2 garçons qui ont fui pour sauver leur vie. L'un crie « Courez ! Je vous avais dit de ne pas aller par là. » L'autre se retournait. Dit « Comment aurais-je pu savoir qu'aujourd'hui était censé être un jour sûr ?» Un démon cornu, ressemblant à un chien, et plusieurs autres les poursuivent. L'un des garçons se met à pleurer, c'est fini. L'astrologue avait dit que j'affronterais un terrible démon aujourd'hui. Si seulement je l'avais écouté. Soudain, un démon s'interpose entre eux, les séparant. L'un des garçons trébuche et tombe à terre tandis que l'autre se redresse en titubant et dit « Au fait, si Lydian avait réussi à s'échapper vivant de la tour du diable, ses petits soucis ne seraient pas si graves. » Il regarde vers la même tour où Lydian était entré avec les 12 saints, il y a longtemps. Soudain, les portes de la tour s'ouvrent et une lumière aveuglante apparaît. La lumière explose. Tout autour. Les 2 garçons ont survécu à l'explosion. Peu après, le spectacle de désolation était clair. Que s'est-il passé, mon frère? Je ne sais pas si quelqu'un sortait de la tour qui s'effondrait. Il regardait avec horreur. Un homme se tenait dans un nuage de poussière, au milieu des décombres. Comment osez-vous me tromper et m'attirer dans ce piège? Vous êtes tous condamnés. Je vous traquerai, un par un. Les 2 garçons se blottissaient parmi les décombres, se demandant qui c'était. Soudain, un monstre apparut sous les pieds d'eux. Notre protagoniste. Il lui arracha la tête, et les garçons n'en crurent pas leurs yeux. C'étaient des monstres de classe orange, que même les guerriers les plus forts peinaient à vaincre. Pour lui, ce n'était pas d'eux. Il sourit. Puis son regard se fixe sur quelque chose et il disparaît en un clin d'œil. Soudain, il réapparaît devant les 2 garçons, les figeant sur place. Il recule en criant « Attendez! Attendez! Pourquoi nous attaquez-vous? Laissez-nous partir !» Légion s'arrête et dit « Attendez! Vous êtes humains. C'est bien. » Le bruit est maintenant clair et ils poussent tous 2 un soupir de soulagement.
Est-ce le même type qui a sauté de la tour? C'est dingue, non? Dit Chou en secouant la tête. Tu racontes n'importe quoi. Personne ne peut sortir vivant de cette tour. Il y a peut-être eu un accident, et il est arrivé ici quand la tour s'est effondrée. Mais à peine non. Il finit de parler qu'une ombre apparaît derrière eux. Ils se figent tandis qu'une autre créature fonce sur eux. Notre protagoniste, W, se tourne calmement vers lui. L'un d'eux est terrifié. Non, c'est le chef loup. Fuyez. Mais Légion le regarde comme s'il n'était rien. À cet instant précis, le monstre commença à concentrer son énergie dans sa gueule et, une seconde plus tard, lança une attaque féroce. L'explosion fut si puissante que tout fut détruit aux alentours. Lorsque la fumée se dissipa, les garçons étaient abasourdis. Est-ce qu'il nous a sauvés? Murmura le protagoniste en frappant le boss loup qui les attaquait. Tu n'es qu'un sale chien. Il le frappa et le boss loup fut complètement pulvérisé par le coup. Les deux garçons le regardèrent, bouche bée. Le protagoniste descendit en souriant. Après avoir vaincu le boss, il resta immobile. Les garçons prièrent Dieu de les sauver. Ils pensaient que tout était fini. Puis il les appela, et vous deux? Nerveux, ils répondirent, oui, monsieur. Il dit, allez me chercher à manger. J'ai très faim. Ils le fixèrent sans rien dire, ce qui le mit mal à l'aise. Oh, et apporter aussi des vêtements. J'aimerais porter quelque chose de neuf. La scène change et il se retrouve dans une petite boutique. Notre protagoniste engloutit assiette après assiette, sous le regard ébahi des garçons. Il mangea autant que 120 personnes pourraient manger ensemble. Soit 10 000 roupies. Quand ils dirent qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, il répondit nonchalamment qu'il mangeait les mains fermées. Voyant la pile d'assiettes vides, un garçon éclata de rire. Que veux-tu dire par fermer les mains? Demanda-il. Pourquoi? Vous m'aviez dit que vous auriez tout ce que vous demanderiez après m'avoir sauvé la vie. Mais dès qu'il suggéra de commander à nouveau, les garçons paniquèrent et l'interrompirent. L'un d'eux demanda alors, qui es-tu? Un disciple ou un capitaine divin? Et que faisais-tu près de cette tour? Il répondit, non, je sortais juste de la tour et je vous ai croisé. Ils continuèrent leur chemin. Tu es sorti de la tour. Mais il éluda la question et dit, mince, je voulais vous demander quelque chose. Vous avez l'air de gens ordinaires. Pourquoi ressentez-vous quelque chose de magique émanant de vous? Un garçon expliqua qu'il était un disciple. Ils lui demandèrent s'il y avait un protagoniste, quelqu'un béni des dieux. À ces mots, il éclata de rire. Ce sont des ordures. Pourquoi leur devrais-je quoi que ce soit? Puis il s'arrêta. Il regarda son reflet dans la cuillère et resta stupéfait. Un miroir. J'ai besoin d'un miroir, tout de suite. Un homme lui fit signe et courut. Si vite que tout ce qui se trouvait sur la table tomba par terre. Il ôta sa chemise et se regarda de dos. Attendez. Est-ce que tout mon corps est intact? Il fixa son reflet avec incrédulité. Il se souvint de l'état dans lequel il s'était trouvé à l'intérieur de la tour, des blessures partout, de la chair arrachée, la moitié de son crâne disparut. Ces blessures ne pourraient jamais guérir sans perdre de leur force. Mais maintenant, il remarqua autre chose. Sa main gauche était revenue. Et quelle était cette étrange marque? Soudain, la marque sur sa main se mit à briller intensément. Un flot de sang lui monta aux veines et il tendit la main. À cet instant précis, des fenêtres système apparurent devant lui. Vous avez frôlé la mort. Vous avez accompli un exploit impossible. Vos anciennes compétences ont été transférées dans votre nouveau corps. Tous vos succès dans la tour ont été convertis en XP. Vous avez acquis une compétence divine. Toutes les compétences et qualités uniques de votre vie antérieure ont été héritées et transformées. Vous pouvez désormais utiliser le pouvoir du
Fucus. Un symbole représentant un serpent géant apparut derrière lui, au milieu des flots de sang. Soudain, sa conscience se mit à vagabonder. Il vit son double virtuel flotter parmi d'innombrables galaxies, et juste devant lui, un serpent géant tournoyait autour de lui. Le protagoniste tendit la main et, au contact de celle-ci, une lumière vive s'échappa d'eux. Soudain, il se retrouva au stand de nourriture. Un des garçons accourut, se demandant « Que s'est-il passé ?»« Yon, ça va ?» Il l'appelait « Yon » par commodité, même si son vrai nom était digne. Toujours effrayé, il demanda « Vous n'avez pas vu ce serpent tout à l'heure ?» Ils parurent perplexes. « De quelle bêtise parlez-vous ? Nous n'avons vu aucun serpent. Nous vous avons juste vu vous déshabiller et vous regarder dans le miroir. Puis vous avez serré les poings. Comme un fou. Cela signifie donc que le serpent est invisible aux yeux des gens. » Il continua de faire tourner sa main tandis qu'il le fixait d'un regard étrange. Soudain, il ressentit la même énergie émanant de son cœur et une autre fenêtre apparut. « Vous êtes devenu le maître du Fucus, annonça-t-il, et plusieurs autres fenêtres s'affichèrent. Le maître du siège du Fucus. Le 13e siège des dieux longs, et Jagrunam, celui qui meut l'univers entier. Une fenêtre expliqua son nouveau pouvoir, vous avez atteint le rang de super régénération. Toute blessure à votre corps sera guérie. Votre corps a été régénéré. Une pénalité temporaire s'applique. Capacité physique réduite de 50%, durée, 1032 heures. Sa transformation physique était donc due à ce pouvoir. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose chez les autres saints. Plus important encore, il ne ressentait aucune présence divine. Quoi qu'il en soit, son corps était guéri, ce qui était une bonne chose. La question était maintenant de savoir quoi faire. Il se souvint alors de ceux qui l'avaient trahi et abandonné dans le tombeau. Désormais, il ne désirait qu'une chose. Anéantir le saint qu'il avait poignardé dans le dos. L'idée de ce qu'il leur ferait l'excitait. Voyant la terreur sur son visage, les garçons prirent la fuite. La scène change et nous arrivons sur le lieu de l'explosion de la tour. Des gens prennent des photos, des médecins et une foule se sont rassemblés. Quelqu'un demande, est-il vrai que l'imprenable tour de Nedwell s'est effondrée? Tous répondent, oui, le monde entier s'est effondré. La tour était un symbole de cet endroit. On se demande, était-ce l'œuvre des disciples de Long ou de ceux qui sont obsédés par les fleurs? Puis quelqu'un désigne les monstres alentour. Qui pourrait tuer des créatures aussi dangereuses, et qui pourrait détruire la tour? Soudain, quelqu'un demanda, croyez-vous que Duclon ait survécu et soit revenu? La réponse était claire. Personne ne le savait, mais l'atmosphère était étrange. La scène se déplaça dans un bâtiment où une foule s'était rassemblée pour une conférence de presse. Les flashs crépitaient et les journalistes hurlaient. Yang, dites. Nous, Duc, que s'est-il passé? Croyez-vous que Duclon soit vivant? L'homme à lunettes, aperçu au début, observait la scène en silence. Il s'appelait Yang Wei, le sage de Mèche. Il se contenta de dire « Je n'ai ». Tandis que la foule réclamait des réponses, comment ça, aucun commentaire? La scène suivante le montre dans sa voiture, en train de tout casser avec rage. Maudit soit ce salaud de Digne. Tout le monde veut savoir ce qu'il est devenu. J'ai entendu son nom tellement de fois aujourd'hui. Puis il se demande, Digne est-il vraiment vivant? Il se souvient du corps atrocement mutilé de notre protagoniste et se demande, qui pourrait survivre 20 ans dans cette tour? Non, c'est impossible. Il devait y avoir des milliers de créatures démoniaques, toutes de haut rang. C'était un miracle qu'il s'en soit sorti indemne. Même en sachant qu'ils avaient tué Skeleton Owie. Alors comment a-t-il pu survivre dans un endroit pareil? Son corps était déjà gravement endommagé par le contre-coup de ses propres pouvoirs, et contrairement à eux, il n'a jamais bénéficié de la protection des dieux. Mais s'il était vraiment revenu? Il veut arrêter d'y penser.
Mais si de l'homme revenait vraiment, alors tout serait fini. La scène revient à notre protagoniste, qui consulte son téléphone. Comme je le pensais. Je vais commencer par éliminer ce salaud. L'histoire se déplace ensuite à Éléphant. Dès qu'un avion atterrit, un homme en descend et est accueilli. Bienvenue. Nous sommes honorés de rencontrer M. Hugo. Hôte, l'une des 12 constellations. C'est le même homme blond qui dînait avec notre protagoniste au début de Reed Dutchman. Il est ici vêtu avec élégance. Une fois à l'intérieur, on nous dit qu'il est M. Hugo Hôte, de la constellation du Sagittaire. Il demande où est le Premier ministre. La réponse est, il attend à sa résidence. Votre voiture vous y attend. Bien, allons-y. Les personnes autour de lui admirent sa prestance. Pour elle, voilà à quoi ressemble un véritable guerrier élu. Assis dans la voiture, Hugo est perdu dans ses pensées. Son regard se pose alors sur son téléphone, qui vibre. Le même message. Venu du cœur. Je n'arrive pas à croire que l'on raconte encore ces histoires. Digne est vivant. Son attention fut alors attirée par un numéro inconnu. Plus de 20 ans s'était écoulé. Il prit son téléphone, le retourna et se mit à réfléchir. Il se souvint de ce qu'on lui avait dit plus tôt, tu mourras demain. Puis il repensa à notre protagoniste, qui souriait malgré son visage défiguré. Pourquoi avez-vous si peu confiance en moi? Lors de l'attaque de la tour Wedgwood, il s'était enfui à la demande de dîner avait combattu les monstres à l'extérieur. Il espérait que sa prémonition serait fausse et que Jian reviendrait sain et sauf. Mais il était apparu grièvement blessé. Les saints entrés dans la tour l'avaient abandonné et était reparti avec seulement la carapace de glace squelettique. L'exploit ayant été reconnu, les 12 saints, dont lui, furent acclamés comme des héros et gagnèrent en puissance. Plus tard, il avait compris que Jian était mort. À l'hôpital, il refusait toujours d'y croire et n'arrêtait pas de demander qu'on le retrouve. Mais ce salaud avide l'en avait empêché. Hugo était désormais complètement perdu. Il était saint d'agloiement du Kansas. Il rappela à Hugo les calamités qui étaient venues d'eux cette tour et lui dit qu'il était insensé de penser que Jian avait pu survivre. Puis, d'un ton qui lui disait que s'il tenait tant à lui, il n'avait qu'à aller le chercher lui-même. Mais s'il le faisait, le nombre de saints resterait à 11. Hugo demeura là, impuissant et désespéré. Il était encore plongé dans ses pensées. Il se répétait que, aussi saint que fût Jian, il lui était impossible d'avoir. Cela faisait longtemps. Soudain, quelqu'un cria, on dirait qu'Hugo appelle le premier ministre. L'appel clignotait sur l'écran. Hugo répondit, et le Premier ministre lui demanda. Aussitôt s'il l'entendait. Il lui demanda s'il avait vu les informations concernant l'effondrement de la tour du diable. Hugo esquiva la question, déclarant, si c'est pour retrouver le concepteur. Je refuse. Pour lui, le protagoniste avait été retrouvé à la tour du diable ce jour-là même. Quoi qu'il se passe là-bas, c'était probablement l'œuvre des partisans de l'on. Le premier ministre l'interrompit, non, ce n'est pas la question. La Corée du Sud a reçu une information importante. Un appel est arrivé sur cette ligne il y a quelques instants. Hugo raccrocha. Quelle ligne? La même ligne directe privée mise en place pour Django. Hugo se figea. Il hurla, est-ce vrai? Et se mit à frapper frénétiquement son chauffeur. Arrêtez la voiture. Arrêtez la voiture. Le chauffeur freina brusquement. Hugo comprit alors. Les appels qu'il avait reçus plus tôt étaient peut-être liés à cela. Son téléphone affichait 30 appels manqués et un SMS. À cette vue, il pâlit et rappela aussitôt. Dès que la communication fut établie, une voix dit, et Tyson, je te retrouverai et je te tuerai. Hugo fut profondément choqué. Puis, incrédule, il sourit.
Cela pouvait vraiment être lui. Il ordonna au chauffeur de faire demi-tour et de retourner à Helipota. Le chauffeur hésita, mais Hugo lui ordonna de s'y rendre immédiatement. La scène revient à la petite boutique où Ding dit en plaisantant que Tyson a bien grandi et qu'il sait même se servir d'un téléphone. Les garçons lui demandent à qui il parlait, et il répond nonchalamment que c'était un type. Puis il désigne le téléphone et dit « C'est plutôt intéressant. Il est entré dans le manoir de 2005, et nous sommes maintenant en 2025, le monde a donc bien changé. » Les garçons furent surpris que ce soit la première fois que Dean utilise un téléphone. Il explique qu'on peut se connecter à Internet, consulter les actualités et regarder des vidéos. Dean s'emballa aussitôt et se mit à lire les articles le concernant. Plusieurs s'affichèrent à l'écran. Dean les lut calmement, tandis que le garçon l'observait avec admiration. Le regard de Dean se posa sur les commentaires. Certains disaient qu'il était impossible pour lui de revenir, tandis que d'autres affirmaient que s'il était là, il serait assez puissant pour conquérir le monde entier. Un internaute le traita de lâche, le comparant aux 12 sages, et une vive polémique éclata. La section des commentaires sombra dans un chaos indescriptible. Le protagoniste était si furieux qu'il faillit casser son téléphone. Le pauvre garçon commença à hésiter, ne me brisez pas le cœur. Dling était furieux qu'on lui attribue la mort de Scarlet Ice. Il tremblait sous la peau de ce démon et maintenant, on le tenait pour responsable de tout. Il essaya d'ignorer la situation, mais une pensée lui vint à l'esprit. Il lut un article de presse paru après la mort présumée de Dling. Ce dernier avait décidé que s'il venait à mourir, tous ses biens seraient donnés à des orphelinats et des écoles. Il voulait savoir si cela s'était réellement produit. Les nouvelles rapportaient que 12 saints avaient pleuré sa mort et loué son sacrifice. On prétendait aussi qu'il avait légué toute sa fortune, jusqu'à sa dépouille, aux 12 sages afin que sa résolution de sauver le monde perdure à travers eux. Tous les sages avaient accepté, sauf Yuga. Cela signifiait qu'il lui avait pris tout son labeur et ses richesses. Fou de rage, Dung arracha les cheveux du garçon et jura de tous les anéantir, même ses dieux maléfiques. Le garçon se mit à pleurer sur ses cheveux. Au moins, l'historique des appels avait été effacé. Le garçon était complètement anéanti. Dling se demandait maintenant ce qu'il ferait s'il devait annoncer son retour au monde entier. Son visage n'était plus le même qu'il y a 20 ans. Même s'il criait sur tous les toits qu'il était bien le même Dling, on le prendrait pour un fou. Il valait donc mieux garder le silence jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette envers le saint. Le garçon tentait encore de réparer son compte en allumant sa lampe torche lorsqu'une fenêtre système apparut. Soudainement. Elle l'avertissait, « Attention, on vous observe. » Une brume rouge commença à se former autour de lui, et Dling reconnut immédiatement l'énergie. Dès qu'il se releva, le garçon demanda où il allait. Le protagoniste répondit simplement qu'il allait prendre l'air. En sortant, il aperçut d'étranges créatures flamboyantes ressemblant à des chèvres et des monstres volants. Il les reconnut aussitôt. C'étaient les Atas. Ils étaient les adjoints du sanctuaire du bélier, et le système le confirma. Les avatars créaient une barrière au nom du bélier, affaiblissant l'influence des autres constellations. Il voulait qu'il les remplace. Dling fit claquer sa langue. Ces scélérats servent les dieux, mais ce sont les humains qui souffrent. Il claqua des doigts et se prépara au combat. Soudain, des personnes à proximité se mirent à marmonner, « Didian, vraiment, j'en ai assez d'entendre parler de Mandigne. Maintenant, je n'ose même plus prononcer son nom. » Il disait du mal du protagoniste juste devant lui. La femme à côté d'eux se joignit à eux. Les journalistes sont tous rivés sur lui. J'en ai marre, moi aussi. Dillon les observa. Il se demandait pourquoi les médias accordaient autant d'importance à quelqu'un considéré comme un fantôme du passé. Son regard se posa alors sur l'insigne de l'homme
Les deux garçons le reconnurent immédiatement. Il venait du sanctuaire de Dantin. L'un d'eux ordonna à Digne de reculer et le mit en garde. Mais le protagoniste continuait de tourner autour de lui. L'homme demanda « Que est-ce que vous regardez ?» Puis il ordonna à Digne de descendre. Les garçons paniquèrent, pensant que le danger approchait. L'homme souffla de la fumée au visage de Digne et se moqua de lui « Si tu as un problème, fais quelque chose. » Avant que la conversation ne dégénère, la femme l'entraîna à l'écart, on ferait mieux de partir. Avant qu'il ne se mouille. L'homme tapota la tête de Digne d'un geste désinvolte. Il continua de l'insulter, et la femme rit. Puis il lança un raillerie. Pourquoi les gens apprécient-ils autant un saint aussi faible? Je doute même qu'il ait jamais été un saint. Cette pensée échappa à Dulin. Un des garçons lui rappela d'une voix tremblante qu'il était un disciple de Dantin. Celui qui se trouvait au-dessus de la rive. Dulin l'ignora et lui ordonna de partir. L'homme se retourna et demanda « C'était pour moi ?» Dulin répondit sur un ton encore plus dur, ne laissant aucun doute sur le fait qu'il parlait de lui. Il alla droit vers Dulin et lui demanda des explications. Il n'arrivait pas à croire qu'un homme ordinaire, avec si peu de foi, puisse avoir une telle audace. Dulin ne répondit pas. Un simple effleurement du front. Ce geste l'envoya valser dans les airs et il perdit connaissance. Une forte explosion retentit et la femme, stupéfaite, resta bouche bée. Les deux garçons n'en croyaient pas leurs yeux. Digne se contenta de sourire. La femme était désormais complètement abasourdie. Le protagoniste l'interpella et lui dit qu'il savait ce qu'elle manigançait dans son dos. La femme avait déjà ramassé le médicament inactif dans sa main. Mais Digne lui donna un autre coup de doigt et elle fut à son tour projetée. Comment avait-il pu? Dallon affirma qu'il avait tort. S'il avait réellement utilisé ses compétences, il serait tous deux morts. Autrement dit, il avait vaincu les disciples d'Atanque à main nue. Sans la moindre compétence. Puis il s'assit près de l'homme et examina le collier. Il le brisa. D'un coup sec. Je compris immédiatement que quelque chose clochait. Ce n'est pas un artefact divin. Alors pourquoi Diino le possédait-il? Seuls les saints devraient le posséder. L'un des garçons réalisa que Dallon n'y connaissait vraiment rien. Il commença donc à expliquer. Il y a des décennies, l'humanité avait failli disparaître à cause de catastrophes. Les hommes avaient survécu grâce au pouvoir divin et aux saints choisis par les dieux. Mais seuls 12 individus pouvaient accomplir la puja. Les saints avaient donc rassemblé des disciples et créé des châteaux divins. Ceux qui ne servent pas le monde reçoivent du pouvoir par l'intermédiaire des saints et sont appelés disciples. Si Dallon avait compris, la manifestation de ce pouvoir était également visible sur l'écran. Les rangs sont déterminés par la force. Au sommet se trouvent les saints de rang SS, choisis par les dieux eux-mêmes. Juste en dessous se trouvent les mains de Stasa de rang SS10, considérés comme de futurs saints. Tout en bas se trouvent les capitaines divins de rang S, qui dirigent les autres disciples. Ensuite, les banques A et B, ainsi que d'autres dieux, acquièrent du pouvoir grâce à la foi de leurs disciples. C'est pourquoi les Catel organisent divers événements et compétitions pour attirer davantage de personnes à leur cause. Certains disciples reçoivent également des présents des dieux. Alors que l'enquête se poursuit, Digne observe les objets de valeur exposés. Il réalise que tout cela s'est produit durant ces 20 années de disparition. Soudain, quelqu'un l'appelle. Digne se retourne et aperçoit les créatures caprines présentes. À cet instant précis, le système l'avertit, la maison des richesses. Green et Harry se délectent de la situation. Ils veulent que tu tues aussi la femme et l'homme. Ils ont soif de sang. Le système le tente même avec une récompense alléchante pour les avoir tués tous les deux. Le garçon hurle de panique. Digne a attiré l'attention du domaine des dieux. Ils sont comme leurs ombres. Les affronter, c'est affronter Dieu lui-même. Le garçon lui
ordonne d'obéir, mais Ding se contente de sourire. Je me demandais bien ce que ces idiots de Dak Yang faisaient ici. Maintenant, je comprends, ils essayaient de nourrir ce sale porc. Il rassemble ses forces et frappe le sol du poing. Une immense onde de choc bleu se propagea. Travers toute la zone et percute toutes les créatures flottantes ressemblant à des chèvres. Les garçons se couvrent les yeux. Instantanément, la fumée rouge se dissipe complètement. Comment osez-vous me tenir tête? Les avatars du bélier s'enfuient et Barrior disparaît. Dling ramasse le voyou étendu au sol et lui demande s'il est vraiment un disciple de Damon. La réponse est affirmative. Il appartient au château divin le plus puissant du pays. Dling va droit au but. Il doit être riche, non? Le garçon est stupéfait. Dulin commence à le voler. Déclare, c'est l'heure du vol, et pour moi, voler, c'est le meilleur. Enfin, ils arrivent chez eux. Les garçons leur montrent leur logement et envoient Chudia sauver Dulin. Il reste là, immobile. Dulin bâille et demande, vous n'allez pas jusqu'au bout? Il était fatigué. L'instant d'après, ils avaient disparu. Dulin enlève sa chemise et commence à se couper les cheveux. Une fois terminé, il dit, ça fait mieux. J'ai retrouvé ma coupe. Impressionné, le garçon lève le pouce et demande, il s'est vraiment coupé les cheveux lui-même? Le protagoniste rougit légèrement. Il aurait pu devenir chauve. En entendant cela, il se souvint de sa beauté passée. À moitié chauvé. Complètement défiguré, Dling n'en croyait pas sa chance. Ses cheveux avaient repoussé. Soudain, il s'arrêta. Net. Que faisait un cadavre dans cette maison? Il attrapa aussitôt le minuscule insecte et s'enfuit. Il se transforma en poussière, et le garçon fut terrifié. Normalement, même un guerrier aguerri ne l'aurait pas laissé les mains vides, mais n'était-ce pas le seul? Quelqu'un demanda, est-ce qu'il libère un esprit qui attire les démons? Dling l'interrompit. Généralement, cela signifie qu'il y a quelque chose dans la maison qui les attire. Il expliqua que c'était à cause des artefacts maléfiques conservés dans la maison. Le garçon commença à s'excuser, disant qu'il s'agissait de dons de saints et d'objets bénis. Dung, en guise de réponse, brisa immédiatement l'un des objets. Le garçon s'effondra au sol, désespéré, tandis que Dung le trouvait répugnant. Puis il exposa les objets un par un. Le masque servait à traquer le cerveau de l'opération. La boîte à musique collectait des informations personnelles et la montre attirait les démons. L'enfant était abasourdi. Dung bouillonnait de rage. Ces saints maléfiques n'avaient pas seulement volé mon argent. Mais ils collectaient aussi des informations sur les gens en vendant des objets maudits. Il demanda au garçon de tout lui expliquer. Soudain, on entendit quelqu'un s'approcher. Anan était là, et le garçon s'apprêtait à l'enlacer. L'homme s'approcha et, confus, lui demanda qui il était. Le garçon, effrayé, balbutia, Sundown. À ces mots, Anan entra dans une rage folle. Il hurla qu'il était le maître de cette maison et commença à libérer son pouvoir. L'histoire se déplace maintenant à la résidence d'Eli Abaya Ananyamain Yang. Yang est choqué d'apprendre que les avatars coréens ont disparu. Selon les rapports, le chaos règne dans la branche est-coréenne. Yang n'arrive pas à y croire. Les avatars sont les serviteurs directs des dieux. Seul un guerrier très puissant peut les repousser. Il ordonna à ses hommes de contacter d'autres moines. Ils répondirent qu'ils ne pouvaient pas joindre le sanctuaire d'Hugo. Yang pensait qu'Hugo était peut-être parti au Royaume-Uni pour devenir mercenaire. Mais il apprit qu'Hugo était rentré en Corée dès son arrivée. Yang fut alarmé. Hugo était autrefois proche de Dolian. Yang se demanda si cela avait un lien avec les rumeurs selon lesquelles Dolian était vivant. Il se souvint que Dolian était revenu d'une période terrible, le visage déformé. Était-il vraiment revenu? Bon sang. Il refusa d'y croire et, furieux, frappa un serviteur. Mais il
demanda toutes les informations possibles. On rapporta qu'un étudiant de Dantin avait été retrouvé inconscient sur la route où Haftar avait disparu. Des témoins oculaires affirmèrent qu'il s'était battu avec un homme très beau. Yang, cet homme, pensa que ce ne pouvait pas être Delon, car le visage de ce dernier était pâle. Tout allait de travers ces derniers temps. Si le protagoniste revenait, Yang risquait de perdre sa place. Il ordonna que son jet soit prêt. Il voulait tout voir de ses propres yeux. La scène se déplace dans un hôpital coréen lié à Dantin. L'étudiant est toujours inconscient. Un vieil homme furieux demande qui a fait ça à son petit-fils. L'hôpital le rassure. C'est pourquoi le sanctuaire de Dantin a dépêché son président, Rosan Minguin, un chevalier Dantin de rang S. De retour chez lui, le nouveau venu demande s'ils ont rencontré le réparateur de la tour Wedgwood aujourd'hui. Il apprend que Diléon a affronté tous les démons à lui seul, sans armes, et le garçon hoche la tête nerveusement. La question suivante est, a-t-il vraiment vaincu 2 élèves de rang A? Le garçon le confirme également. Le propriétaire de la maison perd alors son sang-froid. Tout cela est absurde. Delon a détruit toutes les œuvres d'art de la maison. Il répond calmement qu'elles étaient toutes fausses, même celles qui se trouvaient devant lui. Le garçon aux cheveux roux était sur le point d'exploser de colère. Il demande à quelle secte appartient le protagoniste? Mais Delon sourit et dit, je n'en ai pas besoin. Il demande, quel dieu d'Ogling sert-il? Le protagoniste répond, je ne sers aucun de ces dieux stupides, seulement moi-même. Il demande, de quelle classe est Duck? Delon répond nonchalamment. Probablement un masu. Finalement, il demande son nom, et Digne répond, je m'appelle protagoniste. En entendant cela, le garçon commença à rassembler ses forces. L'autre garçon essaya de le calmer, mais il n'était pas prêt à écouter. Digne s'était introduit par effraction dans une maison, avait tout cassé, et maintenant il essayait d'utiliser un nom comme Digne. Une énorme grêle commença à s'abattre derrière lui. Il cria, demandant comment il pourrait imiter Digne. Soudain, un message système apparut devant Digne. Le pouvoir magique du mandal de matin était libéré. Digne s'excita. Il semblait qu'il allait pouvoir explorer les lieux. Une autre fenêtre s'ouvrit. Activer la compétence. Cible, Chuan Saint-J, Maison Dantin, classe A. Titre, punir les autres. Pieux pour adultère. Réservoir S. Réservoir 2. Capsule de glace A. Statut, génie. Viol. Têtu. Obsessionnel. Son génie lui est d'une grande aide pour apprendre de nouvelles compétences. Dling remarqua que Saint-J ne cherchait pas à se vanter d'avoir reçu de tels honneurs à un si jeune âge. Saint-J essayait simplement d'obtenir son énorme invocation. Tous les garçons prirent peur et crièrent « Fuyez !» Chuan Saint-J est un guerrier éveillé de classe A du sanctuaire de Dantin et, de surcroît, l'ennemi juré de Dling. Il ordonna à Dling de partir, sinon il mourrait lui aussi. Alors que le garçon pleurait encore, Delon apparut soudainement derrière lui. Il l'avertit de ne pas jouer avec le feu et leva un doigt. Alors qu'il se retournait, Delon le frappa au front, l'envoyant valser. Au bout d'un moment, le garçon aux cheveux roux s'exclama, « Cet idiot va non seulement brûler la maison, mais tout l'immeuble. » Le garçon aux cheveux roux s'écroula au sol, inconscient. Alarmé, il demanda, « Tu as perdu la tête ?» Delon répondit, « Non, j'avais juste un petit coup de fatigue. » À ces mots, le garçon s'inquiéta encore davantage. On remarqua alors que le coup avait laissé une grosse bosse sur le front du garçon aux cheveux roux. Delon déclara qu'il allait dormir et qu'il se réveillerait en même temps que le garçon. Ce dernier n'arrêtait pas de l'appeler. Mais le garçon était allongé par terre, la bave aux lèvres. Delon entra dans la pièce. Il y découvrit plusieurs de ses statues et effigies. Il les examina et demanda, « C'est quoi ce charabia ?» Le garçon lui rappela que le squelette de Dachiandine était fou. Alors le garçon aux cheveux roux reprit ses esprits et cria, « Ne les touchez pas. Sans précaution. C'est ma précieuse collection Digne, elle vaut plus que ma vie. »
Le protagoniste s'approcha et brisa la tête d'une des statues en disant « C'est très étrange de regarder ça. » Dillon demanda « Et leur corps ?» Le garçon aux cheveux roux se figea sur place. Il se mit à hurler, suppliant qu'on le sépare de lui et qu'on sauve ces statues. Mais Dillon continua de les briser une à une. Il leur dit qu'il leur avait déjà dit qu'il n'était pas fou, mais le gond. Le pauvre collectionneur, anéanti, se mit à pleurer. La scène suivante se déroulait dans un café où quelqu'un regardait les informations. Le reportage indiquait que la veille, 2 associés de Dantin avaient été agressés par un inconnu et que leurs biens avaient également été volés. L'homme qui regardait les informations était Ago. Immédiatement. Il dit, c'est forcément l'œuvre de Gon. Il marmonne que c'est la première nouvelle qu'il a entendue en arrivant en Corée. Soudain, une serveuse s'approche et lui demande son avis. Dès qu'Hugo la regarde, les larmes lui montent aux yeux et il s'écrie « Young, arrête ton cinéma et fiche le camp !» La femme sourit et avoue l'avoir reconnu immédiatement. Il s'avère que Young, le gros, avait pris possession du corps de la femme. Young explique qu'il n'a pas réussi à joindre Hugo et que la rapidité avec laquelle il est arrivé en Corée prouva quel point Gon compte pour lui. Il exige qu'Hugo lui révèle tout sur Gon. Irrité, Hugo le gifle. Voilà pourquoi je n'aime pas les possesseurs de corps comme toi. La femme reprend conscience aussitôt après avoir été frappée, se demandant ce qu'elle fait là. Hugo maudit la mesquinerie de Young et déclare qu'il doit retrouver Gon avant les autres. La scène se déplace dans un supermarché. Le roux et son partenaire jouent. Ce dernier suggère que la même personne est peut-être en réalité le protagoniste. Le roux nie catégoriquement. Aucune chance. Il ne se ressemble même pas, pour lui, Dean est un héros qui sauvera l'humanité, pas un hors-la-loi. Mais son partenaire mentionne l'avoir vu s'échapper de la tour Wedgwood et que sa force est anormale. Le roux l'interrompt et dit que son père lui a dit que l'homme n'est pas mort. Soudain, une femme crie en arrière-plan, « Chaud !» Ils se retournent tous les deux. Un homme passe si vite que des objets volent dans les airs. Le roux le reconnaît immédiatement, c'est Vridic, l'associé de Scapego, qui utilise son super esprit pour voler les portefeuilles et les objets de valeur des gens. Shaw pense, personne ne pourra l'arrêter cette fois. Soudain, il reçoit un violent coup de poing dans les côtes. C'était Digne, qui était resté immobile. Shaw se fige. Son compagnon, perplexe, demande « Que est-ce qu'il fait là ?»« Je suis venu parce que j'ai oublié de vous proposer de jouer. » « À qui perd gagne, » dit Shaw nonchalamment en s'écroulant au sol. Les gens autour d'eux lui disaient que Digne avait fait un excellent travail, car attraper les complices du vieil homme avait été si difficile à cause de son erreur. Il le prenait même pour un imbécile et lui conseillait de se présenter à la police la prochaine fois. L'idiot prétentieux était encore plongé dans ses pensées quand soudain, tout le marché suppa se mit à trembler. Shaw paniqua, se demandant s'il s'agissait d'un tremblement de terre. Il pensa que c'était sa chance. Profitant du chaos, il s'enfuit, hébété. En courant, il crut que l'étrange homme allait l'achever. Mais il réussit à s'échapper. Le tremblement de terre lui offrit une chance de fuir. Soudain, le sol se fissura devant lui et un mille-pattes géant en sortit. Shaw se figea en réalisant qu'il s'agissait d'une calamité. Il n'arrivait pas à croire comment elle avait pu pénétrer dans la zone verte. Il se maudit, se disant qu'il aurait dû s'enfuir avant de se retrouver dans un tel pétrin. Il pensa que, quelle que soit la puissance du monstre, il ne faisait pas le poids face à sa vitesse. Mais au moment où il souriait, le monstre ouvrit ses mâchoires et lui sauta dessus. On imagine aisément son sort. Finalement, la forme complète du monstre fut révélée. Il s'agissait de la même reine que Yang avait tuée plus tôt. Il avait déclaré ne pas être parvenu à la capturer. Son regard perçant et mortel était fixé sur toutes les personnes présentes dans le supermarché. Puis, on annonça qu'il ne s'agissait pas d'une ruse. L'état de catastrophe fut déclaré dans le supermarché. Les citoyens reçurent
L'ordre d'évacuer au plus vite, car la zone était désormais dangereuse. Le monstre avait créé une nuée de petites. La foule s'est dispersée. Un petit enfant dormait par hasard non loin de là, et un monstre était sur le point de lui sauter dessus. Soudain, un éclair jaillit et Daling asséna un coup de poing puissant, assommant le monstre. L'enfant, abasourdi, fut interpellé par Daling qui lui demanda s'il allait bien. Mais à la vue de Daling, l'enfant s'enfuit sans un mot. Daling resta planté là, se demandant quel genre de supermarché il pouvait bien être, avec plus de monstres que d'humains. Il sortit son arme et suggéra d'appeler des renforts. Yang, seul sur les lieux, apprit qu'une catastrophe avait frappé le marché de Buchon. Il fut stupéfait d'apprendre qu'il s'agissait de Queen. Queen. Il jura, se rappelant qu'ils avaient réussi à empêcher l'attentat la dernière fois. Et maintenant, allait-il s'enfuir? Il savait qu'il ne pouvait pas gérer seul une catastrophe de cette ampleur. L'humanité classe les dangers en 6 catégories: bleu égale faible danger, vert égale sûr, jaune égale alerte, orange égale évacuation, rouge égale zone contrôlée et noir égale survie impossible. Le chauffeur demanda: que faire maintenant? Yang pensa: tuer tout le monde. Le chauffeur était sous le choc. Yang expliqua que si les gens découvraient que le jeu avait échoué et pouvaient le toucher, cela provoquerait un tollé général. Il leur ordonna de dire à tous les présents que tout le monde était mort et de détruire tout le Dubing. De retour au supermarché, les monstres semaient la pagaille. Un homme chauve ramassait des insectes grâce à la glace et criait: ne sous-estimez pas Estank. Il semblait que ce soit le même homme que le vieil homme avait envoyé capturer Digne. Mais les monstres, ayant brisé le sort si facilement, recommencèrent à attaquer. L'homme chauve était surpris qu'ils aient réussi à briser son sort. Soudain, Digne apparut devant lui. Tenant quelques canettes à la main, l'air indifférent, il dit à l'homme chauve de s'écarter. Dling regarda les monstres et dit: ils ont l'air affamés. Il lança une canette en l'air, la rattrapa avec sa queue et, souriant, dit: mangez ça. Dling se mit à lancer les canettes sur les monstres, et sa visée était parfaite. Un à un, les monstres se mirent à hurler. Il en trancha un en deux et traversa les autres comme si de rien n'était. Un sourire dément apparut sur son visage. Et il se mit à crier: bande de faibles, vous devriez rester à votre place. Les collègues de Dantin étaient stupéfaits de la rapidité avec laquelle Digne anéantissait les monstres. Soudain, la fenêtre du système apparut devant lui. Les calamités avaient été dissipées. L'expérience de la roue de distorsion avait été concluante. De nouveaux matériaux avaient été obtenus pour la production. Digne pensa: des matériaux? Mais de quoi parle ce système? Un petit alambic apparut dans sa main, et le système expliqua qu'il pouvait fabriquer des compétences et des Deluxe avec ces matériaux. Digne suggéra de faire un essai plus tard, mais pour l'instant, sa force lui semblait décuplée, même si sa capacité était réduite de moitié à cause du malus de récupération. L'homme chauve regarda Digne avec incrédulité. Il n'arrivait pas à croire qu'il n'avait pas su se contrôler. Daling l'avait vaincu si facilement. À cet instant, Daling regarda Cheyenne Saint-Gy. Saint-Gy vit que Daling tenait le même poignard qu'il avait pris chez lui. Soudain, le chauve s'écria: arrêtez! Je sentais bien que quelque chose clochait. C'est donc vous qui avez attaqué nos alliés. Daling lui asséna une gifle retentissante pour le faire taire. Il était surpris de la façon dont il avait su. Daling dit: imbécile, vos vêtements et votre insigne prouvent que vous venez de Dandan. Il s'avéra que Duckling avait porté l'uniforme de Yang et l'insigne du traîneau de la banque S depuis le début. Le chauve affirma que le traîneau était peut-être la raison de sa grande puissance. Que racontais-tu? Ce n'est qu'une décoration. Cette sorcière t'a trompé. L'homme chauve se mit à le frapper à coups de tête, croyant à une malédiction. Soudain, un démon rugit bruyamment. La force de Digne changea. Saint-Gy et le garçon
Aux cheveux roux crièrent « Reine, reine !» Cette araignée géante était en train de tout détruire. Ding dégaina son épée. Et, sans lame, se jeta sur l'araignée géante. Il lui asséna un coup si puissant que l'araignée fut projetée dans les airs. Tous étaient stupéfaits. Sans armes, il avait envoyé la reine valser. À cet instant précis, une voix résonna dans l'esprit. De tous les habitants de Dantin présents au marché de Sup, l'homme chauve le reconnut. Dub Choix, par télépathie, ordonna à Saint-J et Suno de quitter immédiatement le bâtiment. Les membres d'Aegis Mesh sont sur le point de tout détruire. Yang Wei arrive en personne. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Dub Choix révéla que même Yang Wei ignorait l'existence de Queen Life. C'est pourquoi ils cherchent désespérément à la détruire, car leur échec serait révélé au grand. Pourrait accepter. Jour. Choix ordonna à Suno d'utiliser son pouvoir de téléportation et de s'enfuir avec Saint-J. Mais Suno hésita. Il observa les blessés. Jusei combattait les démons sur les rives du fleuve Daligne. Après plusieurs insistances de Choix, Suno finit par accepter. Soudain, le garçon aux cheveux roux s'écria « Inutile de supplier. Tu condamnes tout le monde à mort. » Suno rétorqua que si les habitants apprenaient que la reine Laine était arrivée au cœur de la ville, leur foi serait ébranlée et le pouvoir des dieux diminuerait. Il leur restait seulement 2 téléportations, et il emmènerait donc Saint-J avec lui. Saint-J refusa d'abandonner son fils, surtout quand tant de vie était en danger. Furieux, Saint-J concentra son pouvoir de glace. Je ne vais pas rester ici à cause d'un enfant inutile. Je vais me débarrasser de ce fardeau. Avant qu'il ne puisse attaquer, un minuscule dragon surgit et le frappa par derrière avec une telle force qu'il s'écroula au sol, titubant jusqu'à sa mort. Dling le regarda. Tu es encore là? Pars. C'est dangereux. Le garçon appela Dling, Agne. Ce qui signifie, grand frère, et expliqua que le chemin de bas était bloqué et qu'il n'avait que 2 options, se téléporter ou détruire tous les démons. Les hommes de Bayang rassemblaient le pouvoir papal et bouclaient toute la zone. Quel imbécile! Hurla Digne. L'homme chauve se leva d'un bond et se mit à crier sur Digne. Digne l'ignora. Alors que l'homme tentait de se téléporter, une toile d'araignée le prit au piège. La reine des démons l'attira droit dans ses mâchoires. Et il fut anéanti. Seuls ses os tombèrent au sol. L'on dit aux 2 autres, je m'en occupe. Occupez-vous des blessés. Partez dès que vous le pouvez. Yang était arrivé et exigeait un rapport. Soudain, un éclair traversa les barricades, les brisant et repoussant tout le monde. Un symbole de serpent géant apparut dans les airs. Les gens commencèrent à s'enfuir du supermarché. Dehors, des gens criaient à l'aide et disaient qu'un homme attrapait des araignées. Yang était stupéfait. Même lui n'aurait pas pu dire qu'attraper des araignées était impossible. Il ôta sa robe rouge et sauta dans le bâtiment. Il fut sidéré par la scène à l'intérieur. Des traces de combat étaient visibles partout. Il murmura, est-ce que quelqu'un traque vraiment la reine? Son regard se posa alors sur Hugo, debout dans la foule en contrebas. Yang commença à se demander, est-ce que Hugo est derrière tout ça? Une voix se fit entendre derrière lui. Comment passais-tu tes journées sans moi, gros moi? C'était de Long. Yang Sun hésita et balbutia, te voilà. La scène changea. Les lumières chassent les gens. L'Ednom et le garçon aux cheveux roux restent là. Perplexe, c'est lui, c'est sûr. Son visage est différent, mais ses mouvements sont les siens. Soudain, Hugo les interpelle et, apercevant l'Ednom, lui demande, que faites-vous ici? Il s'avère que le garçon aux cheveux roux est le fils d'Hugo. L'Ednom sourit, mais le garçon est furieux. Hugo demande, qui a tué la reine Victoria? Le garçon ne répond pas. Mais l'Ednom demande soudain, frère Gon, il va bien? Hugo sursaute. Tu le connais? C'est lui qui a tué l'araignée. À cet instant, une puissante explosion retentit à l'intérieur du supermarché. La scène revient à Longing et Yang. Yang, furieuse, a crié, qui
Es-tu, espèce d'ordure? Dean se contente de sourire. Nous nous sommes retrouvés. Après 20 ans, et tu nous attaques. Yang pensait qu'il s'agissait d'un imposteur car, malgré sa ressemblance avec Dean, son visage était sans cicatrice et sa voix différente. Yang hurla, comment peux-tu te faire passer pour Dean? N'essaie pas de me berner. Dean se contenta de dire un seul mot, crétin. Il asséna un violent coup de poing à Yang, le faisant vaciller. Dean ne s'arrêta pas là. Il le projeta contre les murs comme une balle de ping-pong. Le protagoniste, une main dans la poche, s'avança calmement. Vous voulez vraiment manger avant d'écouter? La vie s'est-elle améliorée depuis que j'ai été chassé de la maison? Vous avez volé mon Deluxe, et d'après ce que j'ai entendu, vous avez même menti sur mon témoignage. Ce gros Yang le fixa d'un air absent. Longan. Poursuivi, j'allais déjà te donner une leçon. Mais après ça, j'irai chez toi, dans ton sanctuaire, récupérer mon Deluxe et tous ses autres saints. Je détruirai tout. La façon dont Yang parlait et bougeait montrait clairement qu'il ne faisait pas semblant. Yang était incapable de suivre ses attaques. Est-ce vraiment long? Est-il vraiment revenu vivant de la tour? Impossible. Si tu es vraiment long, Yang commence à puiser dans son pouvoir. Prouve. Le moi. Une énergie rouge-violette jaillit autour de lui. Un symbole sombre se répand sur le sol, et quelque chose apparaît derrière lui. Il apparaît avec une couronne et fait l'annonce du système. Eri, le maître du bélier, Jezep, s'est révélé. L'on rit. Donc, seule une partie de ton dieu s'est manifestée. Malgré cela, Yang feint l'arrogance et déchaîne une tempête de chaînes pour capturer Digne. Les chaînes enserrent Longing, et Yang sourit. On te prend toujours pour un faible? Comment es-tu revenu de la tour? Je ne sais pas. Mais je te ferai pleurer de regret. Du talent, un moment divin. Les chaînes emprisonnent le protagoniste, et d'énormes pointes acérées se forment juste devant lui. L'on dit, waouh. C'est impressionnant. Yang hurle, la ferme, espèce d'enfoiré. Toutes les pointes foncent droit sur Digne et ravagent la zone. Une pile de lames s'abat sur lui. Yang pense. Est-ce qu'il est enfin mort? Je me demande comment il a pu revenir de la tour du diable? Après tout, c'est toujours le même imbécile, à m'affronter directement. Il pensait que quelques niveaux et points d'expérience suffisaient. Il croyait que je n'avais rien fait pendant ces 20 dernières années. Soudain, une lumière vive jaillit des lames. Yang se raidit aussitôt. Une puissante explosion retentit, repoussant toutes les lames, et le protagoniste surgit et assène un coup violent au visage de Yang, le projetant en arrière. Yang est stupéfait. Comment a-t-il survécu? Es-tu vraiment Yang? Le protagoniste rit. Alors, tu l'as enfin. J'ai entendu. Je suis vraiment de retour. Même tes os puent maintenant. Une telle guérison devrait être impossible, même pour un verso. Soudain, les messages du système arrivent. Tu as frôlé la mort. Conditions remplies. Compétences débloquées, 13e sens. L'on sourit. J'espère que tu m'as rendu plus fort. Et si j'essayais quelque chose de nouveau? Yang commence à flancher. Et, attendez, s'il vous plaît, dit le système. Devairi regarde Long. Il demande, pourquoi Ankhlapon est-il encore en vie? Devairi tremble. C'est impossible. La déesse Eri a disparu dans un flot de malédictions. Yang panique. Que est-ce? Que c'est que ça? Pourquoi un dieu disparaît-il? Le protagoniste répond, peut-être parce qu'il sait qu'il est inutile de me combattre. Je ne me sens pas bien ici, alors je te tourmenterai. Autant que je l'ai fait, dit-il avec un sourire presque féerique, et il commence à frapper Yang. Violemment. Un peu plus tard, Hugo arrive avec les hommes de Yang. Il demande, que s'est-il passé ici la dernière fois? Cet endroit est complètement détruit. Hugo ressent l'énergie
C'était sans aucun doute l'œuvre de Longines. Lui seul pouvait laisser un tel sillage de destruction. L'un des hommes ajoute, il y a quelque chose qui cloche. Je peux encore sentir l'énergie de Yang d'ici. Mais elle est trop faible pour un être vivant. Hugo ne dit rien. D'abord. Puis il lâche sa rame et ordonne à ses hommes de reculer un instant. Il disparaît. Se dirige droit vers l'endroit où se trouvait Yang. Regardant autour de lui, il marmonne avec colère, Dling, ce salaud a aussi laissé un message ici. Quel chaos ce fou va-t-il encore semer? La scène change. Dling s'approche calmement de la maison d'Aris. Il dit, alors. C'est l'annonceur divin que Yang m'a fait choisir. N'est-ce pas? Il entre et voit les statues d'eux. Yang tout installé et des gens qui courent partout. Dling graille, ce salaud aime tellement se faire remarquer. Mais je peux déjà sentir mon ordre divin. La vue du faux de Luxédé. Vêtement qu'il avait pris chez lui le mit en colère. Son regard se posa alors sur une étiquette. Tutupic utilisé par Dling. Il sourit. J'ai enfin mon précieux objet. Soudain, le signal rouge se mit à clignoter. Prison fermée. Envoyez Gaza en zone B, à son arrivée. Gaza trouva Dling, le tutupic à la main. Il demanda une séance. Mais l'île on claqua des doigts, et les deux tupics s'envolèrent, emportant tout sur leur passage. D'un ton calme, il dit « Il faut savoir utiliser ce qu'on sait faire, non ?» Aussitôt, les deux tupics se transformèrent en une substance visqueuse. « C'était agréable, » murmura Lilon. Le système annonça « Vous avez débloqué un artefact divin. » La substance visqueuse qui crée tous les artefacts divins. Banquesse, salope, changement de forme, changement de taille. Compétences, diation et déblocage de boutique. L'on poursuivit, allons-nous-en. Le système l'informa alors qu'un autre artefact divin d'Aéris se trouvait à proximité. Lilon sourit. Ce serait un peu décevant de revenir les mains vides. C'est l'heure d'atterrir. Changement de scène. Hugo arrive, mais il est trop tard. Le manoir est en ruine. Changement de scène. Delhomme a faim. Soudain, Tyson, le canard Hugo, arrive en courant et se met à pleurer. Il passe devant Delhomme sans le reconnaître et attrape quelqu'un d'autre en criant que si Delhomme était vivant, il serait venu directement à lui. Il ne voit pas Delhomme et marmonne qu'il n'allait pas bien. Delhomme est furieux. Il donne un violent coup de pied à Hugo au visage et crie, « Tu ne reconnais même pas ton propre ennemi. Espèce d'idiot. » Hugo, étourdi, crache du sang. Il observe. Il était abasourdi. Il demanda à Daya, « Tu es vraiment là ?» Avant même qu'il ait pu poser la question, Longines leva la main pour le frapper. Les derniers mots sortirent de la bouche de Tyson, et il serra Longines dans ses bras, submergé par l'émotion. Lim semblait également heureux. Tyson n'arrivait pas à croire que son ennemi était réellement vivant. Mais Longines, d'un ton enjoué, lui donna un violent coup de poing dans le ventre, ce qui le fit instantanément retomber dans ses bras. Longines maudit Tyson pour l'avoir serré dans ses bras, et cette colère convainquit Tyson qu'il s'agissait bien de son ennemi. À ce moment précis, le système l'avertit qu'Apollo était apparu. Une aura dorée se répandit tout autour. Apollo ouvrit les yeux et regarda Ling d'un air étrange. Tyson était effrayé, mais Ling restait calme. Apollo apparut juste devant eux. Le système expliqua qu'Apollo soupçonnait que Ling était réellement vivant, et qu'il voulait donc le voir. Apollo banda son arc vers Ling et prépara une lance. Tyson se jeta immédiatement dans les bras de Ling et supplia Apollo de s'arrêter. Ling pensa qu'il devait commencer à humilier ce dieu corrompu. Ling lui expliqua calmement qu'il avait des comptes à régler. Il raconta comment, en sortant de la tour, il avait trouvé sa maison en ruine, son nom inconnu et son ami Delila enlevé. Malgré les tentatives d'Hugo pour l'arrêter, Ding le frappa violemment. Hugo encaissa le coup et comprit
Que c'était la preuve qu'il était le véritable Ling. À cet instant précis, les gars de Yang Wei arrivèrent en criant « On l'a trouvé !» Attrapez le voleur de Deluxe. Tandis que Ling sortait son sac, Hugo réalisa qu'il avait vidé toute la réserve de Deluxe de Yang. Hugo se prit la tête entre les mains et s'écria « Dans quel pétrin Ding s'est fourré ?» Les gars tentèrent de l'arrêter. Mais leur piste fut stoppée. Ils savaient que Dak Ling était hors de leur contrôle. Soudain, une violente tempête se leva. Une immense épée s'abattit sur le sol. C'était l'incarnation d'Eri, la bête des richesses. Pris de panique, Hugo s'écria « Reprenez les objets que l'on yanga. Choisis et fuyez. » L'on sourit et dit « Calme-toi, j'ai un plan. » Il appela Lim. Les yeux de Lim s'illuminèrent et elle cracha l'ancienne arme de Ding. L'on lui ordonna de se réveiller. Sous sa véritable forme. Une vague d'énergie enveloppa l'armée, dans un éclair, une nouvelle et massive épée apparut dans la main de Ding. Le système signala que Ding s'était réveillé. L'épée de richesse du chasseur de serpents avait subi l'effet d'une frappe mortelle. La compétence 13e sens se débloqua également, permettant à Delhomme de voir les points faibles de l'ennemi. Delhomme sourit, c'est mon nouveau pouvoir. Il regarda Manav et lui sauta dessus. Hugo, stupéfait, l'observait en retrait. Il se souvenait que Dling combattait toujours ainsi. Peu importe la dangerosité de l'ennemi, il attaquait de front. Dès que Manav frappa le sol de sa patte, Dling le trancha en deux. Manav rugit de peur. Le système l'avertit que l'animal de richesse avait utilisé sa compétence. Ding resta silencieux et dit « Si vous étiez resté silencieux, vous auriez peut-être survécu, mais maintenant c'est fini. » Il brandit sa nouvelle épée et décocha un coup puissant qui rasa le sol. Face à la dévastation, tous furent stupéfaits. Hugo comprit que la force de Delhomme était restée la même qu'autrefois. Le système annonça que l'avatar avait été retiré. Les points de divinité avaient augmenté. Le système demanda « Voulez-vous que Pichu soit votre avatar ?» Delhomme était abasourdi. Si seulement 12 dieux pouvaient contrôler des avatars, alors c'était possible aussi. Il caressa la créature, la faisant rétrécir, et la serra contre lui. Dling le prit dans ses bras et dit « Une créature d'une telle richesse ferait. » La maison se déforme. Hugo le traite de traître, mais Delhomme rétorque « Sais-tu seulement que pendant que j'étais dans cette tour infernale, tu étais ici, marié, profitant de la vie avec ta famille ?» Hugo, décontenancé, avoue qu'il n'est pas divorcé. Il change de sujet et demande « Que s'est-il passé exactement dans cette tour ?» Hugo décide de ne rien dire à Sanjay ni à Yuva au sujet de Delhomme, car il est fou d'elle. Delhomme lui raconte la dure vérité. J'ai été piégé, poignardé et poussé dans un piège. Cet endroit était infesté de monstres, et même Scarlet Eyes était devenu un cauchemar. Hugo est sous le choc. Dling révèle que la véritable forme du monstre est celle d'un dragon géant. Mais je l'avais dupé, lui aussi. Dling explique que le véritable problème n'était pas Skeletonise, mais l'administrateur de la maître tour, qui menaçait sans cesse les monstres morts. Ce démon m'a torturé atrocement. J'ai fini par rassembler toutes mes forces pour le chasser. Je ne pensais jamais m'en sortir. Il affirma que celui qui l'avait piégé en le faisant rester dans la tour connaissait tout. Dulon jura, je me vengerai de ceux qui m'ont tout volé, mais pour celui qui m'a trahi, j'ai un plan bien particulier. Dulin utilisa ses compétences de l'atelier de Diation pour préparer le tout. Il plaça les ingrédients restants de Deluxe et de Reine Lily, dérobés chez Yang, dans l'atelier. Le manoir tout entier s'illumina et, en un rien de temps, un cheval d'imitation, ou cheval de bois, fut prêt. Le système le déclara cheval d'imitation de la banque. Si un nom y était inscrit, il pouvait absorber 10% de la puissance magique de la personne qui le touchait pendant 1 heure. Ce cheval était doté d'un ego surdimensionné. Hugo dit en plaisantant que cela semblait trop simple.
Le cheval se mit en colère et commença à l'interrompre. Dean rit et déclara qu'ils allaient désormais unir leurs forces pour vaincre ces faux-saints. Dean sortit un autre objet, le coffre de jambes d'or, un véritable lien divin provenant de la maison d'Eri. Le système expliqua qu'il pouvait stocker n'importe quoi. Et, moyennant un prix, le multiplier à l'infini. Hugo demanda comment ils allaient l'utiliser. Puisqu'il n'y avait personne pour l'activer. Dean répondit calmement, c'est mon plan. Nous l'utiliserons pour multiplier les matériaux que nous possédons déjà et créer des liens si puissants que ces faux-saints seront chassés d'eux-mêmes. DeLong demanda si Hugo ne pouvait pas réellement l'utiliser. Hugo lui rappela sèchement qu'il n'était pas un saint du Bélier, mais un saint du Sagittaire, un Sagittaire. DeLong l'ignorait. Soudain, DeLong mentionna nonchalamment qu'il avait envoyé une déclaration de guerre à une station de radio. Hugo était stupéfait. Que avez-vous envoyé, et à qui? Insista DeLong, ce qui fit dire à Hugo de le prendre pour un fou. Sean était de service à la Maison Bleue en Corée, où une réunion était en cours. Le lion divin Odalu hurlait qu'ils étaient incapables de chasser une araignée et qu'ils méritaient d'être déshonorés. C'est alors que le capitaine Chosin du Dantin l'interrompit. Un débat s'est enflammé, Dean était-il vraiment de retour? Certains prétendaient qu'il avait déjà gagné grâce à l'aide de souris et d'elfes. Mais Shaw affirmait que, pour un homme, vaincre une araignée était un jeu d'enfant. Soudain, un homme fit irruption. En criant « Allumez la télé », il s'est passé quelque chose d'important. Le reportage annonçait la réception d'un mystérieux colis contenant des photos de Yang et un message « Je suis de retour ». L'analyse graphologique confirma à 99% qu'il s'agissait bien du même Dean que l'on croyait mort. « Dans quel pétrin tu t'es fourré » s'exclama Dean en le maudissant. Yang n'est pas mort. Hugo était stupéfait. Quoi? Dean brandit un téléviseur. Voici Yang Wei. Les cris de Yang provenaient de l'intérieur du téléviseur. Dean déclara « Mes pouvoirs ont considérablement augmenté durant le combat. Je peux maintenant emprisonner l'âme de Mei Yang dans ce jouet. » Dean parlait au téléviseur comme à un enfant pétrifié, tandis que Yang le suppliait de sortir. Hugo n'arrivait pas à croire qu'il était possible de capturer Dak Yang dans un simple T-shirt. L'on lui tendit un couteau orange. C'était le même couteau qui avait servi à lui taillader le dos à la tour du diable. L'on lui suggéra d'aller à la boutique des artefacts divins. Peut-être que les vendeurs en sauraient plus sur la gravure. Il enfila les vêtements de Hugo et dit d'un ton enjoué, « Je laisse le serviteur numéro 2, Yang, à la maison. À partir d'aujourd'hui, tu es mon serviteur numéro 1. » Le pauvre Hugo devint rouge de colère. Swamati, une sainte du clan Chou, se reposait dans sa baignoire, discutant de la disparition de Yang. Lorsqu'un bodhisattva suggéra en plaisantant que De Lian avait peut-être enlevé Yang, soit, fou de rage, tenta de noyer la jeune fille dans la baignoire. Après s'être calmé, il leur ordonna de préparer et de collecter des fonds pour une vente aux enchères. Puis, la nouvelle arriva que les autres saints avaient également postulé pour y participer. Ah! Cette nouvelle, Soi fut stupéfait. Saint Stephen d'Ildio apprit que le kit d'artefacts de Lyon allait être mis aux enchères. Il cria en soulevant un poids lourd, « Ce kit d'artefacts sera nous un jour ». La scène change. Dean émerge d'un portail. Il arrive au complexe de la boutique divine d'artefacts avec le fils de Hugo et le garçon aux cheveux roux. Dean donna au garçon le même pilier orange. Il est très efficace contre les insectes, c'est-à-dire les démons. Le système l'informa que le Char Z Design possède une compétence permettant d'invoquer des soldats à 2 visages, rouge et bleu, ainsi que le banc d'Adversity Date. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez voir la suite de ce manhwa, écrivez « Pata » tout dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à Gopal Manhwa pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu passionnant. À bientôt pour une nouvelle